Oui, nous sommes jeudi, c'est l'acte 4 de votre rendez-vous, le Grand Talk. Merci à vous d'être présents, merci à vous téléspectateurs d'être devant vos postes de télévision. Je suis Brice Anno et à ma gauche, il y a Sarah ce soir. Bonsoir Sarah, comment allez-vous? Bonsoir Brice, bonsoir tout le monde. Très bien. Monsieur Daouda Koulibaly, comment allez-vous? Daouda Koulibaly va très bien et Brice, comment il va? Il va très bien. Merci. Très bien. Tu étais très beau. Merci Daouda, c'est gentil, Je disais aux gens que vous êtes parmi ceux que je porte beaucoup dans mon cœur, contrairement aux apparences. Ouais. C'est ça. Monsieur Alain Toussaint, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, je vais bien. Et vous-même? Bien. Parfait. Comme un lendemain de conseil des ministres. Ah ouais. Très bien. Bon les amis, nous allons commencer le rendez-vous, non sans inviter ceux qui ne sont pas encore connectés. Dans d'autres circonstances, on aurait dit partagez le direct, mettez les cœurs. Mais bon, on sait que vous êtes là, vous êtes présents, vous êtes tous les soirs plus nombreux et ça nous fait plaisir. Bon, on va commencer cette émission là par la nouvelle, The Nouvelle. Eh bien, notre coin du bonheur aujourd'hui concerne notre collègue, notre ami, notre sœur de cœur, Kony Touré. Kony, c'est... Voilà. Kony s'est mariée aujourd'hui à la mosquée de la Riviera Golf. Elle a épousé Monsieur Abdul Fattah Sow. Et ça a été un bon moment. Daouda, je me tourne vers vous. On appelle ça la Niska ou la Nika? Comment ça s'appelle? Franchement, je ne sais pas. Moi, j'appelle ça mariage traditionnel. Très bien. Je ne vais pas mentir, c'est comme ça. Une belle cérémonie. Mais c'était une très belle cérémonie. Il faut dire que, en gros, c'est le mariage de l'année parce que de mémoire, c'est la première fois que le mariage, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de célébrités passer la bague au doigt, mais c'est la première fois qu'on voit un mariage défrayer la chronique, en fait, sur les réseaux sociaux, partout. Et ça monte jusqu'en train. Ça prouve combien de fois les Ivoiriens sont heureux pour Kony, notre collègue. Il y a même une raison, hein, Sarah. Oui. La raison, c'est ce qui a été défini comme étant une longue attente. Elle a voulu se marier, on attendait depuis. Pourquoi Kony ne se marie pas? Il y a eu tellement de choses. Et donc, je crois que c'est tout ça peut-être qui fait... qui donne ce caractère spécial. Mais il y a surtout l'amour que les Ivoiriens vouent à Kony, Alain. Oui, je pense que l'émerveillement a fait place à l'étonnement parce que Kony, dans une série qui est quasiment autobiographique, un homme à marier, la jeune Keïna recherchait désespérément l'amour. Et là, ce matin, on apprend que Kony s'est marié. Alors du coup, on dit, mais ces fiancés de Keïna, qu'est-ce qu'ils deviennent? Du coup, c'est vraiment... J'ai rencontré M. de Perpignan. Voilà, un syndicat qui est en émoi, qui apprend cette nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle parce que je pense que c'est le bon âge pour se marier et c'est un bonheur que nous partageons. Merci Alain. Oui, bon, peut-être revenir sur le mot désespéré, je ne pense pas, parce qu'elle avait l'air d'être très exigeante sur ses critères et elle a bien raison. C'est vrai que nous, les femmes, on subit beaucoup de pression par la société pour se marier, surtout quand on commence à atteindre l'âge de 30 ans. Mais c'est très important de prendre son temps, de garder toute sa liste de critères, parce que c'est quand même un choix qu'on fait pour la vie. Et c'est très bien. Moi, je suis très heureuse quand je vois des femmes qui prennent leur temps et qui font les meilleurs choix à un certain âge. J'ai un âge qui est quand même proche du sien. Donc, je suis très heureuse pour elle. Donc, tu es patiente aussi. Bien tu sûr. auras l'appel rare bientôt. Qui sait si elle n'est pas déjà trouvée? Qui sait? Voilà, on protège l'appel rare avant de la dévoiler, parce que c'est ça aussi, quand même. C'est pas qu'hier qu'ils se sont rencontrés et ils se sont mariés aujourd'hui, non. Surtout qu'il y a beaucoup d'orpailleurs clandestins. Il vaut mieux garder ça en sécurité. J'attendais à quel moment ça allait arriver, cette vanne-là. Merci Alain, c'est gentil. Bravo Kony, félicitations au couple. Mais j'avoue qu'on t'a vu là-bas aussi. Je pense que j'ai vu ton boubou m'était mieux brodé. Très beau boubou. Et d'or. Oui, parce que Kony et moi, c'est 25 ans d'amitié, de fraternité. J'avoue que même pour moi, pour la première fois, j'ai présenté un mariage dans une mosquée. Non, mais c'était... Pour Kony, je le jure. C'était évident, quand même, pour Kony, quelqu'un qui t'a fait danser. Oui, et voilà. ça fait partie des souvenirs douloureux que je garde. Vous avez des secrets, Daouda. Bravo Kony, félicitations à vous et à toute la famille et tous ceux que ça rend heureux. Voilà. Bon, pour ceux que ça ne rendrait pas heureux, juste un dernier point. Là, pour une fois, une star de la télé se marie et on voit son compagnon. Hein? Donc, il y a une annonce avec des photos.
hein. Ah non, mais on s'est marié. Voilà. J'ai vu André avec son épouse aussi. Ouais. Oui, oui, Mais Brice, tu t'es marié, je reste parmi les jeunes dames, parmi les jeunes femmes stars de la télé, beaucoup annoncent des mariages, mais dont on voit rarement voilà, certaines l'époux, même fois des en tout cas, mariages le revenu. factices. Là, ici, on fait dans la transparence et c'est tout à l'honneur de Connie. Bon, on avait 5 minutes pour le sujet. On va essayer de les épuiser. Bon, on va finir sur les félicitations. Notre info du jour numéro 1, celle-là concerne les élections locales. Alors, Daouda, la CEI a détecté des fraudes. Donc, On parle de fraude. On parle de fraude. Si vous vous rappelez très bien, après la révision de la liste électorale du 19 novembre au 20 décembre de 2022, il y a eu qu'on appelle ça, il devait y avoir une révision. Et pendant cette révision, le président Kubiet a fait une déclaration pour dire que durant tout ce processus, il s'apprête à aller à l'affichage. Vous savez très bien que l'élection couplée régionale, municipale, c'est pour septembre. Donc, ils doivent aller à l'affichage très, très prochainement. Et la CEI a détecté que déjà, dans un premier temps, il y a eu 900 000 nouveaux inscrits. Donc, mais lors du processus, il y a des malins qui voulaient en fait tripatouiller. Il y en a qui ont utilisé des documents administratifs des personnes décédées pour les faire enrôler sur la liste électorale, chose qu'ils ont pu stopper net grâce à leur nouvelle technologie. Je ne sais pas comment ça a marché, mais une chose est sûre, pour ça, à l'analyse, on peut dire bravo à la CEI. Et ça partait d'une exigence Voilà. de loi qui demandait que la liste électorale soit publiée 3 mois au plus tard avant les élections par voie d'affichage. Et donc, on est un peu dans cette logique-là. Par contre, Alain, je me tourne vers vous, je vous regarde, parce que vous êtes sur ce plateau de ceux qui défendaient l'idée selon laquelle cette révision-là ne se fasse pas toujours comme ça au pas de course, ou bien qu'on ait d'autres méthodes pour éviter qu'on soit confronté à cela. Oui, parce qu'on a l'habitude de voir une CEI qui publie généralement les résultats, enfin, la liste électorale dans des délais pas toujours acceptables. Mais là, on n'a pas encore la liste électorale. Hein. Normalement, elle sera publiée début juin, je crois. Oui, ils disent que juridiquement, ils ont 3 mois, 3 mois avant les élections. Avant les élections. Alors, ici, on parle de... Une forme de toilettage, là de personnes décédées, oui, mais c'est normal. C'est un travail qui aurait dû être fait même chaque année, au moins 2 fois par an, en même temps qu'on inscrit de nouveaux électeurs. Il faut aussi expurger de la liste les personnes décédées ou des personnes qui n'ont pas la qualité pour être sur une liste électorale. Parce qu'on fait la chasse aux morts, mais il y a des personnes qui sont sur la liste ou les listes électorales, notamment pour les élections locales, qui ne doivent pas y être, qui n'ont pas la qualité d'Ivoiriens ou qui ne sont pas majeurs. Donc là, c'est quasiment du bétail électoral qu'on prend. On enrôle des gens de manière frauduleuse. Donc c'est un processus qui demande vraiment un peu plus de transparence. Et donc on attend de voir ce que donnera le contentieux après la publication de la liste électorale. Mais déjà, Daouda, il faut souligner que de cette opération, on a pu détecter quand même qu'un grand nombre de personnes ont été retirées. Ouais. Mais moi, je veux dire, au-delà de ce que vous dites en fait, je veux dire, aujourd'hui, quand ces listes sont affichées, il est de la responsabilité de tous les Ivoiriens de dire à un moment, ou bien même des partis politiques, d'aller regarder la liste, de vérifier pour dire, bon, celui-là, on l'a dans mon village, il n'est pas en règle, il n'est pas ici. Mais sinon, on ne le fait pas. Parce que nous sommes dans des pays qui, ma foi, on n'a pas tous les moyens. Donc, il faut aider l'institution à pouvoir toiletter ces listes-là aussi. Voilà. Non, mais les partis politiques, de toutes les façons, sont destinataires de la liste électorale. Hein. Chaque parti recevra sa liasse de listes et chaque formation politique pourra aller regarder circonscription par circonscription qui doit y être ou qui ne peut pas y être. Hein, parce que l'intérêt de tout cela, c'est qu'une fois qu'on a fait la liste de façon générale, je pense que les partis politiques remettront les listes à chacun de leurs représentants dans telle ou telle zone. Donc les gens se connaissent. Hein. Dans le quartier, on sait qui peut voter, qui est jeune, qui n'a pas l'âge de voter ou bien qui est mort et qui est sur la liste. Donc ça, très rapidement, quand on affichera la liste dans les centres de vote, les gens pourront aller vérifier. Mais s'il y a de l'espace, j'ai envie de dire, pour de la fraude, il peut également y en avoir potentiellement pour les erreurs. Et pour éviter ce genre d'erreur qui a l'air quand même assez bateau, est-ce qu'il n'y a pas, si ce n'est pas déjà fait, pour limiter ce genre d'erreur, un moyen de digitaliser en fait de ces plateformes et faire en sorte que la CEI a un lien direct avec les entités d'état civil
pour que dès qu'il y a une naissance, dès qu'il y a un décès surtout, une personne qui arrive à l'âge de la majorité, etc., qu'il y a un lien direct, une communication effective entre les institutions. Mais c'est cela tout le challenge d'ailleurs, pas seulement pour la CEI, mais pour tous les services de l'État. Qu'on ait le service des impôts, le Trésor, la police, la gendarmerie, qu'on ait une base de données quasi unique qui permettent d'échanger les informations. Et c'est quand même eux qui ont détecté ces fraudes. Oui, et cela démontre aussi de la bonne foi de la CEI, même si tous les partis politiques qui viennent, on les accuse de connivence avec le parti au pouvoir. Je pense que le fait même de montrer cette tentative de fraude avérée, je pense que ça démontre la bonne foi un peu de la CEI. Oui, bien sûr. Là où quand même je suis un peu réservé sur l'expression fraude, effectivement, il y a des personnes qui ont dû s'inscrire ou inscrire des personnes déjà décédées. Mais sur la liste électorale, il y a des personnes décédées qui n'avaient pas été retirées. Voilà, vous comprenez, mais pourquoi elles y figurent encore? Parce qu'on a cette incapacité à connecter justement les fichiers d'état civil aux autres fichiers utiles qui nous permettent notamment d'organiser des élections. Donc ça, c'est un vrai challenge, la digitalisation, et je pense qu'il faudra qu'on arrive à ce stade-là. En même temps, je ne sais pas, vous me direz si j'ai raison ou pas, mais bon, après, il y a des déclarations de décès, c'est ça? Combien de déclarations de naissance? Oui, mais il y a beaucoup de régions où des gens meurent sans qu'ils soient déclarés. C'est ça que je veux dire. Même si c'est digitalisé, si les gens ne viennent pas, parce que l'ordinateur n'est pas en mesure de pouvoir savoir s'il y a une personne qui est décédée pour la retirer de facto. Généralement, les déclarations, pour ce que je sais, pour certaines villes, les gens commencent à faire des déclarations quand c'était peut-être un fonctionnaire. C'est ça, parce qu'après, on sait qu'il y a une discrimination. Il y a comme une... Voilà. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui est dans la fonction publique, bien dans le privé, qui a... C'est des réflexes que les gens n'ont pas. Voilà. Donc il faut avoir ce réflexe-là de déclarer aussi. Logiquement, quand il y a un décès, il y a une déclaration qui est obligatoire auprès des services de la municipalité, parce que c'est elle qui donne la concession pour l'inhumation. Donc, logiquement, c'est ce service-là maintenant qui doit ensuite partager l'information qu'il reçoit aux autres entités de l'État. Effectivement, la CEI ne peut pas faire le tour des états civils, de l'état civil en Côte d'Ivoire, pour savoir qui a disparu. En fait, ce dont je parlais, même qui est encore plus grave, c'est dans les villages. Parce que là-bas, ils n'ont pas besoin de documents administratifs. Voilà, quelqu'un décède. On a fait la cérémonie, on va l'enterrer en même temps. La terre nous appartient, on l'enterre en même temps. La loi fait obligation maintenant de déclarer aussi les décès. En tout cas, ça serait très bien de le faire très vite. Il faut même déclarer, je pense, auprès des services de police, la justice, services de santé, les cas de décès. Donc c'est quasiment obligatoire. Voilà, mais c'est vraiment, on l'a dit, on va insister là-dessus, on fait de la sensibilisation. Il y a obligation de déclarer. Voilà, c'est ça, ceci dit. Alors. Bon, alors on va évoquer un autre point, toujours un peu dans le cadre des élections. Pour les municipales, on a évoqué la liste des candidats RHDP. du RHDP, du PPACI. Et bien, depuis, nous avons la liste du commando, depuis le samedi, donc, du commando des 30 membres pour les élections régionales du Front populaire ivoirien. Il s'agit donc de 30 membres pour les élections régionales et d'une liste de 194 candidats présentés donc aux élections donc, municipales. Commentaire, vous avez vu la liste, Daouda? Oui, j'ai vu la liste. Un petit commentaire. Je pense qu'on a juste la liste. Pour les régionales, on a quand même déjà 6 femmes. Au et 11 pour les municipales. Donc c'est pas régional, mal. Oui, au régional. On a 6 femmes au régional. 6 au régional et 11 au municipal. Premier point de comparaison avec les autres, ils ont beaucoup plus de femmes. Ils ont plus de femmes. Voilà, engagées en politique au FPI. D'accord. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que déjà, quand j'ai vu cette liste-là, ça m'a amené... L'analyse qui m'est venue automatiquement, c'est que depuis la rupture entre le FPI et le PPACI, on se rend compte qu'en fait, chacun a pris ses dispositions. Et aujourd'hui, on a un FPI plus structuré. Plus structuré. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, pour rappel, l'élection précédente municipale régionale, le FPI avait été parti en régional dans 12 communes, où ils ont gagné seulement que 2 communes. En régional, ils sont allés sur 2 communes, ils en ont gagné une. C'était la région du président même du FPI, M. Pascal Afinguessa. Mais cette fois-ci, ils sont partis pour les régionales. Ils couvrent sur 31 régions, ils couvrent déjà 30 régions. Maintenant, pour les municipales, sur 201 communes, ils couvrent 185 communes. Ça veut dire que déjà... 194. 194 communes, ça prouve déjà qu'en fait, d'un point de vue maillage, le FPI est en train de tendre ses ailes au niveau politique. Faisant la comparaison avec le PPACI qui, lui, en régional, n'a couvert que 22 communes sur 31. Voilà. Oui.
Bon, finalement, l'enveloppe n'était pas aussi, L'entraînement n'était pas aussi vite que ça. Voilà, parce que là où le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo ignore le nord du pays, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan étend quasiment sa présence sur l'ensemble du pays, à l'exception d'une région où ce parti ne sera pas représenté et de 7 communes où le FPI ne présente pas de candidat. Bon, je pense que c'est un challenge très très important pour Pascal Affi-N'Guessan. C'est une question de survie parce qu'il est dans l'attente d'une alliance qui tarde à se concrétiser avec le parti au pouvoir et puis comme un bras d'honneur ou un baroud d'honneur vis-à-vis de ses anciens partenaires. Après, la vraie question qu'on va se poser, c'est peut-être après les élections, parce que l'idée, ou le plus important, serait-il d'avoir des candidats sur l'ensemble du territoire qui, même s'ils ne font pas le poids, juste pour des questions de maillage, pour dire on a présenté 194 candidats pour 180 régions, même s'ils ne font pas le poids. Après, ça va se jouer au résultat, pour dire oui, au résultat. Le plus dur pour le PPACI, peut-être, n'aurait pas été de pouvoir présenter des candidats dans toutes les régions. Le problème n'est pas à ce niveau. Voilà. Le problème, c'est qui on présente surtout. C'est la nature des scrutins qui amène peut-être à regretter que tel ou tel parti ne soit pas partout sur le territoire. Parce que si le FPI obtient des postes de conseillers municipaux dans de nombreuses communes, en termes de représentativité, je pense que c'est un élément important. Parce qu'après, on compte les voix aussi pour peser, enfin pour savoir ce que pèse chaque parti politique. On va additionner la somme, enfin on va faire la somme des voix obtenues par les uns et les autres. Donc déjà, le parti de Laurent Gbagbo lui-même se prive de quelques voix, même si elles auraient été minoritaires. Mais quand on fera le poids au niveau national de chaque parti en termes de voix, je pense qu'il y a des voix du Nord qui Ce que moi j'aimerais ajouter... En 15 secondes, parce qu'on oui, en 15 secondes. Ce qu'on doit comprendre déjà, le fait que le FPI est sur tout l'étendue du territoire, ça prouve que dans toutes ces régions-là, au moins, ils ont des bases. Qui travaillent à mobiliser les gens. Maintenant, au-delà de tout ça, qu'on le veuille ou non, quand tu vois un Touré Amara qui s'en va dans sa région jusqu'à Odéné, en régional, dans le Denguélé, je pense que c'est déjà important. Ça prouve que déjà, même à Odéné, le FPI a des bases. Donc, quand tu fais la comparaison, c'est... Vous direz qu'il n'y avait pas de personnes... C'est pas qu'ils n'ont pas de poids, mais ça prouve justement que c'est parce qu'ils ont du poids. Maintenant, parlant de l'alliance, je dis, comme je le disais la semaine passée, on est dans une bataille des territoires. Je pense que tous les partis politiques aujourd'hui veulent aller se mesurer parce qu'après s'être mesuré dans cette élection-là, techniquement, au sortir de ça, chaque parti va connaître le poids de l'autre et ça va reconfigurer en fait voilà, les élections au niveau présidentiel. Alors, je vous entends 5 secondes sur la question. Oui, non, mais en fait, c'est ce que je comprends maintenant, parce que quand j'ai vu cette liste, je me suis tout de suite interrogée sur mais qu'en est-il en fait de l'alliance avec le RHDP, est-ce que c'est plus au jour? Mais c'est peut-être une stratégie, voir combien il pèse en fait en région municipale avant peut-être de se repositionner autour de la table pour discuter d'une éventuelle alliance. Okay. Notre invité sur le plateau, je le disais, c'est Linda Koberstein. Vous êtes la compagne de Peter 007. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va aller. Ça va aller. Ouais. Alors, vous êtes à Abidjan depuis quelques jours. Alors, on va revenir un tout petit peu sur comment, par exemple, vous avez accueilli la nouvelle de l'arrestation de votre compagnon. Déjà, j'étais au travail et c'est par les réseaux sociaux. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Sur les réseaux sociaux. Oui. Oui, sur les réseaux sociaux. J'ai appris ça comme tout le monde. Et quand vous avez appris, comment vous vous êtes senti déjà? J'étais choquée. Je me disais, je sais pas, j'étais juste choquée. Je croyais pas. Je croyais pas. Ouais. Ça fait quelques jours que vous êtes à Abidjan. Est-ce que vous avez eu un contact avec votre compagnon? Vous avez échangé avec lui? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on évoque comme raison? Par son avocat, j'ai juste des contacts par son avocat. Sinon, avec lui, aucun contact. Mais aujourd'hui, les échanges se passent bien entre vous et son avocat. Est-ce que quand il vous super. fait le point, quel est le point qu'il vous fait de son état d'esprit et autres? L'état d'esprit de Peter en ce moment, c'est il demande pardon, il regrette amèrement ce qu'il a fait dans le passé et qu'il demande à son avocat de me dire à moi, à tout le monde, d'implorer le pardon, que c'est vrai ce qu'il a fait. Mais moi, quand j'ai appris tout ce qu'il a fait, c'était grave. Les vidéos, c'est... Mais c'est vrai que Peter, il demande pardon, mais
Vous supposez que le président de la République soit en face de vous aujourd'hui. Quels seraient vos mots à son endroit? Le pardon. Le pardon, le pardon. C'est tout. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Peter à Paris. On a partagé 2-3 repas avec des amis. C'est un garçon très Exactement. gentil. Et effectivement, ce qui arrive, c'est une mésaventure. Tout à l'heure, Daouda parlait de l'état d'esprit. Que vous dit l'avocat par rapport à son moral? Est-ce qu'il tient le coup? Ça y est. Ce que j'ai appris de l'avocat tout récemment, c'est qu'il se portait déjà mieux. Sa santé allait mieux. Et son moral, bien sûr, qui souhaite sortir et mener un combat de sensibilisation aux jeunes afin de respecter les autorités, de faire un bon usage des réseaux sociaux. C'est vraiment ce qu'il souhaite. Vraiment, s'il était à libérer aujourd'hui, ça sera son combat premier. Alors là, je vous vois arborer un t-shirt à l'effigie de Peter. Oui. Quel est le message que vous souhaitez passer à travers ce t-shirt? C'est un t-shirt que j'ai fait à Paris avant de venir. De dire pardonnez Pardon. Peter 007. Papa Alassane Ouattara, de pardonner, et les autorités qu'il a dû enfoncer aussi à l'époque de ces vidéos, qu'ils pardonnent, qu'ils aient la main sur le cœur de pardonner. C'est un jeune qui a commis des erreurs. Moi, je l'ai connu, je n'ai pas connu Peter dans ses vidéos, dans ses délires. J'ai connu Peter qui avait déjà changé. Je n'étais même pas au courant de tout ce qu'il faisait avant, je ne le connaissais même pas. Et quand il m'a appris qu'il venait en Côte d'Ivoire, il était tout content, tellement content. Et quand il est arrivé, le soir même, il m'a appelé pour me dire « Mais la Côte d'Ivoire a changé. C'est parce qu'on nous raconte. C'est tellement beau, c'est comme Paris. Je ne suis même pas dépaysée. » Et c'était vraiment notre conversation. Il parlait tellement bien sur la Côte d'Ivoire. Et dommage que le Donc, passé... En fait, en gros, hein, on parlait comme Daouda, dans tout ce que vous avez comme propos aujourd'hui de Peter, il y a beaucoup de regrets par rapport à ce qu'il a fait. Il demande Amèrement. pardon. Exactement. Deux messages, donc le message du regret et le pardon Exactement. pour la suite. Oui. Il regrette par son avocat, il fait comprendre à son avocat que je préfère rester dans... Je reconnais, il a reconnu ses torts. Je pense dernièrement, il a fait une lettre qu'il a reconnu aussi ses torts et qu'il voulait vraiment concentrer ses réseaux sociaux, puisqu'il est beaucoup suivi aussi, pour la jeunesse, afin que... Vous qui les connaissez bien, très très bien, je vais dire, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a de la sincérité dans ces propos, ou ce seront juste des propos parce qu'on est dans une situation, on attend d'avoir une situation meilleure, peut-être pourquoi pas recommencer ce qu'on faisait? Non, déjà parce qu'il avait déjà changé bien avant. Ces vidéos datent de 2-3 ans en arrière. Ça, c'est pas faux. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà changé. Donc c'est pas cette situation qui va dire non. Honnêtement, non. Alors, on a vu au début de son incarcération, sa famille, ses parents produire une vidéo très, très émouvante, appelant au pardon du président de la République. Est-ce que vous avez un contact, j'imagine, avec sa famille? Vous avez déjà rencontré les parents? Oui. Effectivement, je vais les rencontrer demain. Et vu que les parents sont un peu loin de là où je suis logée, donc du coup, on a organisé de passer demain, de se rencontrer demain. Vous arrivez à tenir le coup quand même avec cette absence imposée? On vous sent ému, hein? Pardon. Oui, Je sens même là, Non, ne non, pleurez pas, Ne madame. pleurez pas, s'il vous plaît. allez-y. Allez-y. Oui, On sait que c'est très difficile. c'est très difficile, c'est très difficile. Et quand je pense même à ces enfants qui me demandent « Et notre papa, il est où ?» Comment est-ce qu'ils vivent cette absence? Ils vivent ça très mal. Le petit encore, il est un peu, il connaît pas trop, il comprend pas trop bien, mais le grand, il vit ça très mal. Très très bien. Oui. En tout cas, je vais retenir de vos propos, madame. C'est que dans un premier temps, c'est qu'on est en face de quelqu'un, de Peter 007, aujourd'hui qui reconnaît la gravité donc des faits, Exactement. qui regrette ces amèrement. faits, ces propos, Exactement. et qui est surtout en train de s'engager
à pouvoir... déjà, ça avait été fait, mais surtout à confirmer que c'est... Qu'il est prêt à sa sortie. Chaque fois que son avocat est là, il dit à son avocat que je suis prêt à me donner pour la jeunesse, à faire comprendre à la jeunesse le pardon, le respect pour les autorités. Mais vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Est-ce que, déjà quand vous êtes là, est-ce que vous envisagez des démarches auprès des autorités, ne serait-ce que par des courriers, pour les déposer? Déjà, à travers votre avocat? Voilà. Oui, déjà à travers l'avocat et tout, faire des courriers, bien sûr, et aussi par l'opportunité que Live TV me donne ce soir, c'est plus que tout. Alors justement, vous êtes en face des caméras. Est-ce que vous avez un message particulier que vous souhaitez partager? Un message... je suis consciente que Peter, il a emmerdé. Il a fait des choses qu'il ne devait pas faire à l'époque. On commet tous des erreurs. Et ces propos sont... Moi, je ne suis pas d'ici, mais la Côte d'Ivoire, c'est le cœur. Je ne suis pas ivoirienne, mais je demande pardon aux autorités de la part de Peter. Les enfants aussi demandent pardon, les parents demandent pardon, les amis, tout le monde. Tous ceux qui connaissent Peter savent que Peter avait changé. Et tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il avait souhaité, c'est rentrer dans son beau pays qu'il a toujours aimé, malgré ses erreurs. Et aujourd'hui, on demande pardon pour sa libération. Et qu'il... Je crois que l'essentiel du message a été entendu. Je comprends, oui. J'aimerais aussi, parce qu'après tout, ça parle sur les réseaux, j'aimerais aujourd'hui, ici, dire merci à M. Fabrice Awonian. Malgré tout ce qui se passe, malgré les délits de Peter, il n'a jamais lâché, il a toujours été en contact avec nous, avec l'avocat, il suit le dossier de près. Et vraiment, merci à lui, merci à Live TV pour l'opportunité afin que je puisse être là pour demander pardon pour Peter. Merci beaucoup, merci à vous, madame. Merci à vous d'avoir été sur notre plateau. On comprend toute l'émotion qui vous étreint au regard de la situation que vous vivez. Vous avez été sur notre plateau là pour essayer un tout petit peu, à votre niveau, de pouvoir partager donc cette demande de pardon de la part de votre époux. On comprend. Bon courage à vous, madame. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder tous les soirs à partir de 19h15. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk notre invité, M. Daouda. Vous êtes consultant en développement économique territorial auprès de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Avec vous, on va vraiment évoquer la question des régions, des disparités par exemple entre les villes. Déjà, Daouda? Non, le problème c'est que déjà quand tu as... En fait, il y avait un grand débat en préparation d'émission déjà. Non, le problème c'est que quand tu es à Abidjan, tu es quelque part, mais dès l'instant que tu sors, plus tu t'éloignes d'Abidjan, tu as l'impression que tu es dans un autre pays. Voilà, je ne sais pas selon vous, d'où vient ce problème déjà. Est-ce que vous avez le même avis que Daouda déjà? Alors, merci déjà de me recevoir. Bonsoir à Daouda, bonsoir à tout le monde. Évidemment, c'est un plaisir d'être sur le plateau et de partager évidemment mon expérience sur ces problématiques de développement économique des territoires avec vous. Et pour répondre à la première question de Daouda, on va dire que quand même les choses ont un peu évolué aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on va chez moi à Boundiali par exemple, plus on Vous avez le goudron. Comment? Vous avez au moins le goudron. Déjà ça, donc je pense que c'est très positif. Et puis effectivement, je pense que ça part déjà de notre modèle qui est un modèle très centralisé, qui est évidemment une copie du modèle français. Hein. C'est Paris et la France, c'est comme ça qu'on disait avant. Même si aujourd'hui, c'est vrai que les provinces en France ont quand même fait beaucoup d'efforts, mais c'est surtout ce modèle de centralisation qui fait que, évidemment, tout est concentré sur Abidjan. Moi, j'ai d'autres modèles de décentralisation. Je pense qu'on sait tous, quand on va en Belgique, ce n'est pas la même problématique qu'en France. Hein. Donc, les communes, par exemple, en Belgique ont plus de pouvoir parce que ce qu'on appelle région en Belgique, par exemple, c'est l'équivalent de l'État central ici, puisqu'ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup de compétences et surtout beaucoup de moyens qui vont avec. Donc, notre modèle de décentralisation, c'est vrai que dans les papiers, on est décentralisé, mais il y a encore beaucoup de décentralisation, y compris au niveau budgétaire. Ce qui fait que la marge de manœuvre, quelquefois, des élus n'est pas évidente, n'est pas très grande, en fait, pour mettre en œuvre, même quand elles ont des projets.
Donc, c'est peut-être pour répondre à la première question, voilà, mon analyse, c'est surtout celle-là. Et puis, derrière tout ça, développer un territoire, c'est aussi une question de stratégie. Parce qu'il n'y a pas de modèle linéaire. Vous voyez, quelquefois, les gens ont l'impression qu'il faut construire des usines pour forcément, chez moi, ou avoir ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'économie productive. Je vais peut-être juste prendre un exemple. Ici, en matière de développement économique, il y a ce qu'on appelle les bases du développement économique. Il y a 3 grandes bases. Donc, il y a la base productive, il y a la base, ce qu'on appelle résidentielle, et il y a la base, on va dire, aujourd'hui, présentielle. Si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, on prend Cocody. Il n'y a quasiment pas d'usine à Cocody. Mais en termes d'impôts locaux, de développement même, parlant comme ça, c'est quand même la commune, on va dire aujourd'hui, qui est peut-être la plus avancée. Pourquoi? Parce que les gens qui vont travailler à Port-Boué, à Yopougon, qui occupent de hautes fonctions, viennent consommer en fait leurs revenus ici à Cocody. Vous voyez ce que je veux dire en fait? C'est une question de stratégie, de vision et de stratégie. Donc quelquefois, on a tendance à dire on va suivre un modèle, on va dire, préétabli. En fait, ça n'existe pas. Mais comment faire alors pour que ce modèle, cet exemple que vous venez de donner sur Cocody, qu'il puisse aller vers chez moi, par exemple, à Athémé, dans la région du Denguélé, à Odéné précisément? Je vous ai dit, c'est une question de vision d'abord des élus, parce que le politique a son rôle à jouer. Et derrière, c'est une question de stratégie. Alain, vous développez cette idée. Quand on est élu, on a une vision. Et puis, évidemment, il faut s'entourer de personnes qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience, qui peuvent vous accompagner pour transformer cette vision en quelque chose de matériel, en tout cas, qui concourt, on va dire, au bonheur de vos populations, parce que c'est ça l'objet, finalement, quand on est élu pour gérer, administrer un territoire, commune ou région. L'objectif, c'est de dire comment moi je contribue à mon niveau à créer, on va dire, du bien-être au quotidien, finalement, pour ces administrés. Et donc, quand on a sa vision, derrière, il y a des modèles. Je veux dire, moi, j'ai un modèle que j'aime bien, parce que j'y étais en plus il n'y a pas longtemps, c'est la Californie. Voici un territoire qui, malgré tout, reste un territoire agricole, ce que beaucoup de gens ne savent pas. 70% à peu près des fruits et légumes consommés aux États-Unis viennent de Californie. Mais ils ont réussi, par extraordinaire, à se positionner comme capitale mondiale de la culture ou de l'économie culturelle avec Hollywood. Quand tu dis Californie, tu penses Hollywood. Ils ont réussi à se positionner comme capitale mondiale des technologies avec la Silicon Valley. C'est ce que je veux dire, en fait. Alors que c'est quand même un territoire qui est encore beaucoup agricole. Mais c'est de la stratégie. En fait, ils ont juste réussi à construire l'image qui fait que quand tu as envie aujourd'hui de percer dans le domaine du cinéma, bah, tu penses au lieu, donc tu vas t'installer là-bas. Je pense qu'aussi ça part c'est très important, c'est bien de prendre cet exemple de la Californie. Bon, c'est un grand État qui est très vaste et c'est important de prendre en compte le contexte local, les ressources locales. Voilà, s'il y a des terres agricoles, le climat est favorable pour l'agriculture. Mais ici en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays et dans le nord, il y a énormément voilà, de ressources. Il y a le cacao, l'anacarde qui se développe. Donc on a envie de se dire, bon, il faut qu'on voit plus d'usines. Il y en a quand même qui se construisent de plus en plus. Après, le problème, c'est les routes, les infrastructures pour qu'il y ait un meilleur échange entre la ville d'Abidjan, qui est le boom, etc., et puis les autres villes. Donc pour moi, le développement territorial, ça englobe beaucoup de choses. C'est le développement des infrastructures, il me semble. Et c'est aussi, bon, il y a le tourisme qu'il faut prendre en compte. Exactement. Et puis il y a aussi cette transition énergétique qui est pour moi quelque chose qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Et je suppose que c'est une problématique que vous essayez d'intégrer dès aujourd'hui parce qu'on est obligé d'aller vers une croissance verte. Et vous n'avez pas commencé à construire des immeubles et des choses qui ne font pas de sens, en tout cas pour cette transition énergétique. Donc, je suis curieuse de vous entendre sur ces sujets. Bon, alors très bien. Pour répondre, donc, on organise justement des journées la semaine prochaine, donc c'est les 4 et 5 mai, sur l'attractivité des villes et des régions. Et parmi les problématiques qui seront débattues, il y a notamment la question de la ville durable, parce que la ville durable, elle se construit. Alors, nous, on n'entend pas la durabilité forcément de la même façon que ceux qui sont en Occident, parce que l'occidental, quand tu parles de ville durable, c'est essentiellement des problèmes liés au réchauffement climatique. Nous sommes ivoiriens, nous savons qu'il y a des enjeux d'urbanisation, il y a la pression urbaine, notamment avec l'exode rural qu'on a connu à l'époque. Et aujourd'hui, il y a beaucoup la propension pour beaucoup de personnes qui sont en zone rurale de vouloir venir vers les zones urbaines. Bah, j'ai envie de dire que c'est légitime. Face à ça, il y a des enjeux. Donc les débats qu'on va mener, c'est aussi ça, c'est de se dire finalement quelles sont les réponses qu'on apporte à cette problématique qui est globale, avec des réponses locales. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir un face-à-face avec aussi des experts locaux, internationaux, mais aussi des élus qui, autour d'un panel, vont pouvoir débattre de ça et puis dégager des pistes de solutions. On a par exemple aussi un autre panel qu'on a envie de développer, c'est la spécialisation des territoires. Et ça rejoint un peu aussi ce que vous disiez tout à l'heure, parce que l'idée, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas de modèle linéaire de développement.
Faut dire que chaque territoire- Yamoussoukro, par exemple, on va à Yamoussoukro, on dit on va développer Yamoussoukro parce qu'on y trouvera du tourisme, il y a de beaux hôtels, il y a de beaux monuments. On ira peut-être à Korogo parce que L'anacarde. il y a Vous voulez l'anacarde. voir les pagnes de Warangire, par exemple? Bah, écoutez, moi, j'ai un exemple que j'ai en tête et qui est très bien, c'est Assini. On sait tous que tous ceux qui ont un peu de moyens vont à Assini. L'impact sur les populations d'Assini, du tourisme, du fait que tout le monde va à Assini, est-ce que l'impact est ce qu'on veut aujourd'hui? Non, pas du Voilà, tout. parce que je c'est pense ça. pas. Vous voulez, un moment, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui même l'économie présidentielle. Ça veut dire que c'est la capacité d'un territoire à capter des ressources par le fait que les gens viennent s'y regrouper à un moment ou à un autre. En général, quand on va à Assini, on achète nos glaciers, on remplit ce qu'on veut, donc on ne consomme même pas local. Donc il y a aussi toute une réflexion à avoir peut-être au niveau des élus là-bas pour dire finalement, Oui, parce qu'à part beaucoup de des gens hôtels, viennent là. qu'est-ce qu'il y a en fait qui puisse faire bénéficier aussi à la Voilà, population donc locale? c'est pour ça que je parlais des stratégies au départ en fait. Ok, C'est-à-dire ouais. qu'on se dit, il y a des ressources. Ça peut être des ressources effectivement agricoles comme on dit, ça peut être le tourisme, ça peut être, vous parliez d'économie circulaire ou d'économie verte, et d'avoir ces approches-là. Comment autour de ça on construit quelque chose en fait? On est aujourd'hui par exemple en réflexion avec la région du Sud Comoué pour construire quelque chose qu'on va appeler Sud Comoué Green Valley. L'idée c'est de dire en fait autour de tout ce qui est aujourd'hui enjeu climatique, comment on construit quelque chose pour pouvoir aussi déboucher sur des niches d'emploi. C'est ce que je veux dire en fait. Et ça me permet de parler du troisième panel qui est l'innovation sociale et les emplois du futur. Parce qu'aujourd'hui, avec l'innovation sociale, tout ce qui est économie verte et circulaire, tout ce qui est inclusion sociale, tout ce qui est égalité des chances, ça permet de créer, de générer de nouveaux. Vous voulez, c'est des problèmes qu'on va transformer en solutions. C'est ce que je veux dire en fait. On a par exemple aujourd'hui la médiation sociale, qui pour moi peut être une niche d'emploi formidable. On a vu dernièrement, quand il y a eu, je crois que c'est les traceurs du métro à Port-Bouët, il y a eu beaucoup de difficultés avec des populations qui ont été déplacées. Mais en fait, ce genre de problématiques peuvent être résolues avec des approches comme la médiation sociale. Il s'agit de former des jeunes qui, quand il y a des projets structurants, vont approcher les populations, vont pouvoir les sensibiliser, vont être à leur côté. Donc, on règle d'un côté un problème social parce que ça permet effectivement d'atténuer, on va dire comme ça, les effets des projets structurants, des impacts sur les populations. Mais en même temps, on crée de l'emploi parce que ça permet donc à ces jeunes-là qui vont être formés sur ces nouvelles approches de faire ça, mais aussi aujourd'hui en milieu estudiantin, dans les écoles, de pouvoir au fur et à mesure, donc comme je disais, avec ces nouvelles approches. Est-ce que tout cela ne constitue pas une sorte de, permettez l'expression, une sorte de pansement sur une jambe de bois? Parce que à l'origine quand même, il y a la vision qu'il y a dans la création de ces collectivités territoriales. Vous êtes intervenant auprès de la RDCI, voilà, mais on a l'impression qu'on a eu un empilement de collectivités qui parfois n'ont pas de feuille de route précise qui leur permettent effectivement d'être efficaces dans l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Voilà, on a 31 régions. Excusez-moi, d'un point de vue même en logistique, combien ont un vrai siège? Là, on a créé récemment des districts autonomes. Je veux bien savoir combien parmi ces districts ont un siège avec des équipes qui fonctionnent. Et puis, d'autre part, le problème social, c'est le statut des personnes qui travaillent dans la collectivité locale. Donc, tant qu'on ne règle pas ces préalables-là, on aura imaginé 10 000 stratégies, mais on ne pourra pas obtenir le résultat probant, notamment dans la réduction de la pauvreté dans notre pays. Donc, il y a un problème de vision. Moi, je veux bien, on a des experts, on a des spécialistes, on a des fonds, etc. Mais il faut de la cohérence dans l'ensemble de cette politique destinée, comme on dit, à vraiment implémenter la décentralisation. Je suis d'accord avec vous et je vous ai dit, une partie du problème, c'est aussi l'architecture institutionnelle. C'est ça. Et ça, évidemment, ça part de la vision d'ensemble. On est à peu près calqué sur le modèle français, même si aujourd'hui, il y a quand même quelques différences. C'est ce qu'en France, ça va appeler le millefeuille, justement, administratif, d'empiler un certain nombre de niveaux de collectivités et quelquefois qui se marche dessus en termes de compétences. Ça, c'est un vaste débat qu'on ne pourra certainement pas épuiser aujourd'hui. Mais encore une fois, je pense que malgré tout ça, parce que souvent ce qu'on entend, nous, quelquefois qu'on travaille avec certains élus, c'est oui, on n'est pas autonome financièrement, on n'a pas de ressources. Mais oui, puisque le Trésor capte toutes les ressources. Et alors, la réponse qu'on essaie de donner quelquefois, on est d'accord que c'est un vrai sujet. Mais par contre, on peut imaginer au niveau local, justement, de pouvoir trouver d'autres stratégies. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on travaille beaucoup sur des problématiques on va dire, de coopération décentralisée. Donc, c'est des coopérations entre territoires. On est d'accord, M. Toussaint, que quand vous allez voir une collectivité aujourd'hui en France ou en Belgique ou je ne sais où, vous dites oui, mais offrez-moi une ambulance pour mon hôpital, ce n'est pas sa préoccupation première, la collectivité en France. Et de moins en moins. Dans les années 90, ça fonctionnait. On est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de coopération décentralisée, sont encore sur le modèle de jumelage, qui pour moi est l'âge de pierre de la coopération décentralisée.
Aujourd'hui, on part sur des modèles où l'élu que vous allez rencontrer en Occident ou peu importe l'endroit a un intérêt. Et c'est surtout quelquefois un intérêt économique. Pas direct pour lui, mais pour les acteurs économiques de son territoire. Donc c'est de construire quelque chose qui permet de dire, nous, je parlais chez moi, à Bougnali, on a des mangues. Et tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, on a les meilleurs mangues chez moi à Bougnali. Comment ces mangues-là, qui pour quelquefois 90, 60% restent dans les champs parce qu'elles ne sont pas acheminées dans des endroits pour être commercialisées ou simplement transformées. Comment on construit quelque chose avec un autre territoire qui nous permette, nous, par exemple, de transformer ces mangues-là en quelque chose, peut-être en semi-transformé, et de l'exporter. Je veux dire, là, on arrive peut-être à contourner le fait que l'État, finalement, ne nous donne pas nos budgets à temps, qu'on dépend du ministère, mais on peut réfléchir autrement en disant... Mais justement, vous parlez, depuis le début, vous dites les collectivités, je pense que vous parlez des pouvoirs publics de la région, mais techniquement, pour vous qui êtes expert, dans ces différentes régions, comment est-ce que les populations elles-mêmes peuvent contribuer à cela pour qu'en fait, ils puissent avoir quelque chose de bon pour eux, sans qu'on ne passe par les politiques, sans qu'on attende le budget, le sempiternel budget de l'État? Alors, ce que vous dites, en fait, c'est très intéressant. Je veux dire, on est quand même dans un pays, même s'il y a les problématiques d'emploi, où les gens savent se débrouiller. Ça, il ne faut pas nous nier ça. Je pense qu'en Afrique, s'il y a bien une chose qu'on sait faire, c'est se débrouiller. Peut-être ce qu'il faut, c'est accompagner, en fait, ces initiatives-là. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle d'ailleurs de la problématique de l'emploi sous nos tropiques, les gens ne sont pas sans activité. Pour la plupart du temps, ces jeunes-là, même quand vous allez en zone rurale, ils ont quand même un minimum d'activité. Je pense que ce qu'il y a à faire, et c'est ce que aussi les régions essaie de faire maintenant. Vous savez qu'avec notamment la Banque mondiale, dernièrement, qui a signé encore avec un certain nombre de régions dans le cadre de l'employabilité des jeunes avec le BCP, pour accompagner donc, des initiatives des jeunes sur le territoire. Donc moi, je pense qu'il y a plus un problème d'encadrement que de ressources même, en vérité. Parce que souvent, et ça, ça arrive, que la ressource soit un frein. Parce qu'à force de se dire, j'ai même pas d'argent, on n'entreprend même pas. Alors que quelquefois, une initiative qui est déjà commencée est plus facile à accompagner qu'une initiative, finalement, où on se dit, ouais, mais moi j'ai envie de faire ça, mais comme je n'ai pas d'argent, je m'assois, j'attends que... Ça veut dire qu'au premier niveau, il y a un travail de sensibilisation à faire. Exactement, je pense que c'est ça, et qu'il y a énormément de ressources chez nous, que ce soit sur le plan de la transformation de nos matières premières. Alors, tiens, en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a souvent quelquefois une question d'information. Il se trouve que moi, une fois, je suis tombé par hasard sur un document qui a été fait par le FIRCA, sur tous les processus de transformation, notamment de la mangue et de l'ananas. Et tenez-vous bien, ces processus-là, il y a des processus artisanaux, semi-industriels et industriels. L'investissement part à peu près de 500 000 francs CFA à 20 milliards. Ça veut dire que quelqu'un avec 500 000 francs CFA peut monter une petite unité pour transformer de la mangue à Bougnali, pour transformer de l'ananas à Bonois, ou je ne sais pas où je ne sais. Mais à qui la faut-il? Les gens n'ont pas l'information. Ça, on est tous peut-être fautifs quelque part. Ce que je veux dire, en fait, c'est que finalement, la ressource existe, il faut aller la chercher. C'est le travail peut-être des élus, mais c'est aussi le travail de nous autres qui avons peut-être aussi la chance d'être informés, d'aller plus voir nos frères, d'être quand on va chez nous au village. Mais je dis nous autres, tous autour de la table ici, parce qu'on a accès à l'information, on a cette chance de pouvoir divulguer. Mais c'est peut-être aussi la faute à ceux qui font ce genre d'études, parce que c'est quand même, je trouve que c'est des outils très intéressants. Parce que quand on dit à un jeune avec 500 000 francs pour monter une unité pour transformer des fruits en Côte d'Ivoire, finalement, 500 000 francs, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible pour beaucoup de gens. Parce qu'on voit très bien que beaucoup de gens s'habillent ou ont des objets que je n'aimerais pas citer ici, qui coûtent beaucoup plus cher que ça, en fait. Donc, c'est plus peut-être une question d'accès à l'information, quelquefois, en fait, qui est le frein. Alors, vous qui êtes au contact des patrons des collectivités locales, dans vos échanges avec ces responsables-là, quels sont les principaux besoins qu'ils expriment? Parce que défis quand auxquels ils sont ils doivent confrontés. attendre les décaissements de l'État, pendant ce temps, le développement n'attend pas. Comment est-ce que ces responsables arrivent à gérer tout ça? Alors, je pense que globalement, on a deux sujets. Tout ce qui est infrastructure socio-économique de base, je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table pour dire que l'État central a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Donc, quel que soit l'endroit du territoire ivoirien où on va aujourd'hui, on a quand même accès à un minimum d'infrastructures, que ce soit en termes de routes ou d'hôpitaux, tout ça. Après, encore une fois, comme je dis, les élus, ils ont leur budget sur lequel ils n'ont pas forcément on va dire, une marge de manœuvre très grande. L'idée, c'est pour ça que je parle d'innovation sociale, parce qu'au-delà de l'innovation, c'est d'innover, y compris dans la façon de gérer son territoire. De se dire, on a une contrainte. De toute façon, vous ne pouvez pas aller tordre la main du ministre de l'Intérieur pour dire, moi, je n'ai pas reçu mon budget à X période, il faut que vous me le donnez, sinon je vais vous faire ça. Non. À côté de ces contraintes-là, comment on réfléchit à développer de nouvelles choses? Mais tout à l'heure, je parlais de l'exemple du FIRCA, parce que c'est très intéressant, de se dire, en fait, on a des ressources chez nous, on a du cacao, on a du café, comment les élus
effectivement, pour tout ce qui est des gros investissements, on va dire ça comme ça, sont liés par l'État. Quelquefois, on se rend compte en fait aussi que le budget des collectivités, très souvent, part même dans le fonctionnement. Beaucoup de nos collectivités, le budget de beaucoup de nos collectivités part plus souvent dans le fonctionnement que dans l'investissement. Donc ça, c'est des problèmes en fait qui les dépassent et auxquels ils sont obligés de faire face. À côté, ce que nous, on essaie justement de leur dire, c'est de dire, trouver des méthodes innovantes pour non seulement pouvoir, on va dire, créer de la richesse, mais peut-être accompagner aussi des initiatives qui sont déjà sur le territoire, parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait sur nos territoires qui... Mais vous allez excuser ma candeur, et j'ai vraiment besoin de pédagogie, parce que avec tout ce que vous venez de dire, parce que moi, depuis des années, j'ai toujours dit, décentralisons la capitale, de sorte que si la capitale politique part à Yamoussoukro, tous ces problèmes vont se régler. Est-ce que quelque part, ça peut contribuer ou bien ça va servir à rien, après tout ce que vous avez dit? Je ne dirais pas que ça va servir à rien, ça sert toujours à quelque chose. Parce que je pense que quand on fait de gros investissements comme celui-là, je pense que beaucoup, peut-être que nous n'étions pas encore nés ou en tout cas on n'avait pas tout compris, mais quand Houphouët-Boigny faisait des boulevards très larges à Yamoussoukro, beaucoup de gens n'avaient pas compris. Peut-être 30 ans aujourd'hui après son décès, beaucoup se disent finalement c'est bien que Yamoussoukro ait des voies d'accès et tout ce qu'on connaît, la basilique, qui est quand même un atout pour la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on puisse en dire, c'est quand même un atout touristique majeur pour la Côte d'Ivoire. Donc quelquefois, effectivement, le développement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le politique a sa vision, il met des choses en œuvre qui ne sont pas comprises par la population, mais c'est aussi à lui de pousser jusqu'au bout. Bon, après, il y a des questions, évidemment, qui sont plus politiques que techniques, sur lesquelles je ne me prononcerai pas. Sarah ? Un dernier point, ça a l'air, vous avez comme responsabilité le développement territorial, etc., mais vous avez l'air d'être pris dans... Vous faites aussi de la politique au final, j'ai envie de dire, à cause de la disponibilité de ces ressources qui est difficile à obtenir. Est-ce que vous n'avez pas aussi des possibilités de directement aussi travailler peut-être avec des bailleurs de fonds ou des investisseurs qui seraient prêts à financer des programmes que vous pourriez développer en collaboration avec des... Est-ce que les collectivités peuvent contracter avec... Alors, je vais peut-être vous donner une garantie je vais peut-être seulement. apporter une petite précision, parce que quand vous dites vous, je ne suis pas élu, donc moi je suis plutôt en train d'accompagner les collectivités. Donc effectivement, les collectivités ont effectivement beaucoup de contraintes. Mais en fait, il y a beaucoup de projets qui sont financés par les bailleurs. Il y a un projet d'accès à l'emploi, notamment dans le Sud Como, dans la région du Sud Comoé, qui est financé par l'Union européenne. Tout à l'heure, je parlais de l'initiative avec le bureau. Le bureau le BCP Emploi, qui est financé, donc qui gère les financements de la Banque mondiale pour la promotion de l'emploi. Donc les bailleurs, effectivement, font leurs efforts. Ce que nous, on essaie d'apporter aux élus, c'est de dire, d'un côté, vous avez l'État, vous avez aussi de notre côté les bailleurs, mais c'est à vous aussi de dire, nous, quelles sont les nouvelles stratégies qu'on va pouvoir développer pour pouvoir créer de nouveaux modèles de réserve. Parce que sinon, le jour où le bailleur n'est pas là, où l'État n'est pas là, en fait, finalement, la machine, elle est grippée. Oui, exactement. En tout cas, on aura plus d'informations si, en tout cas, on décide de participer à ce que vous organisez. Donc, les Journées internationales de la promotion de l'attractivité des régions et villes ivoiriennes. Événement qui tiendra le jeudi 4 mai 2023 à la CRAE UMOA au plateau. 4 au 5, je crois. De 4 au 5. Et alors, précision, on a une journée de formation, le 3, qui est très important. C'est du marketing territorial, justement, et c'est ça revient à tout le débat qu'on vient d'avoir là, c'est de dire finalement, comme on utilise ce qu'on appelle l'intelligence territoriale, donc je vous dis, on manage l'information de son territoire, l'image positive pour attirer des investisseurs. Parce qu'en réalité, à la fin de la journée, le développement, c'est comment on crée de la richesse. Tant que vous ne créez pas de la richesse, l'État central peut construire tout ce qu'il veut chez vous. Finalement, les populations auront du mal finalement à les utiliser. Parce que je dis, même si on construit un dispensaire que le médicament c'est 5 francs, que vous n'avez pas les 5 francs, c'est compliqué pour vous de vous soigner. C'est ça. Donc finalement, il faut créer de la richesse et à partir de là, en fait, les populations arrivent Très bien. Monsieur Darouna, merci beaucoup. Merci d'avoir été sur notre plateau et on sera là pour participer donc à cet événement. Je vous rappelle donc qu'il va démarrer jeudi 4 mai. Exactement. À partir de 9h. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Et la loi, c'est la loi. Juste avant de conclure ce rendez-vous, c'est maintenant. Oyez, oyez, connectez-vous, mettez les cœurs, partagez le direct, on va insulter papa et maman des gens. Je sais que ça là, vous avez déjà entendu ça quelque part. Toi, tu t'es levé le matin, tu t'es pas brossé, tu t'es pas lavé, mais tu viens chauffer Facebook comme ça. Ah, petit post, tu viens commenter en bas, un jus sur un jus, mon ami, ma soeur, mon frère, arrête. Arrête ça, ça s'appelle la diffamation. Aujourd'hui, le droit à l'honneur et la diffamation, on en parle maintenant. Diffamation, qu'est-ce que c'est? Selon les dispositions de l'article 78, alinéa 1er de la loi portant régime juridique de la presse, la diffamation, c'est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération
d'une personne. Ça veut simplement dire, si tu profères, ou si tu dis des injures, ou tu fais sortir de ta bouche des propos racistes à l'égard d'une personne en vue de la salir, cela est considéré comme une atteinte à l'honneur ou de la diffamation. La diffamation ou l'atteinte au droit à l'honneur est punie d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions. C'est pas encore fini. Si tu profères des propos diffamatoires, des injures à l'égard d'une personne par la télé, par la radio ou par voie de presse, la peine est doublée. J'espère qu'on s'est entendu et j'espère qu'on se comprend. C'est clair. Donc par conséquent, si tu veux faire sortir quelque chose de ta bouche, dans les commentaires des gens, il faut savoir ce que tu veux dire. Il faut contrôler tes dits, il faut contrôler tes propos. C'est fini aujourd'hui pour le direct. Merci d'avoir suivi ce direct. On se dit bye bye. La loi, c'est la loi. Nous, on a été très heureux. Il y a un détail. Après, il faut dire, hein, parce que tout le monde a remarqué que Daouda, vous avez passé votre mug à Sarah. Allez. Bon, vous êtes bien gentil. On était très heureux d'être en votre compagnie. Prochain rendez-vous concernant le Grand Talk, c'est demain sur ce même plateau. Merci à vous. Alors, je rappelle que ce numéro du Grand Talk a été réalisé exceptionnellement donc, par Edwige Kwaku, qui remplaçait comme ça, Edwige Kwaku qui remplaçait comme ça au pied levé Carole Quadio, à qui on dit bon courage, qui traverse un moment difficile. Toute l'équipe du Grand Talk se joint à moi pour dire à Carole bon courage, que Dieu te fortifie. Et puis, pour Edwige, bienvenue. Demain, on sera là. Dieu veille sur vous, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien.